وبعد ما حكينا صباح الموفمون اوفريي دونك راح يكون توبو راح يكون ان ديبا sur comment construire le mouvement syndical aujourd'hui في اطار الحراك اللي رانا فيه وكامل المستجدات السياسيه اللي كاينين. دونك معنا les animateurs, c'est notre camarade Adel, syndicaliste du CNES, ou notre camarade Tani Safou, syndicaliste de l'UGTA, ou راح يكون تاني notre camarade Samir Bourj, c'est un syndicaliste du CLA. Donc راح نبداو مع notre camarade Adel. J'adore la formule camarade, j'adore. Alors, pas syndicaliste du CNES, ex-syndicaliste du CNES. J'étais un des porte-parole du CNES. Ça date depuis quand même une dizaine d'années. Ça rentre dans la préhistoire à la Koulihal. Mais voilà, mais on est dans l'actualité comme tout le monde. On suit de près. On est à proximité des luttes, de ce qui se passe sur le mouvement syndical. Et en plus, de par notre métier, de par notre parcours, chacun de nous a besoin d'être dans la réflexion et dans le besoin d'intellectualiser ce qui se passe, c'est-à-dire de réfléchir pour mieux penser ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, avant de commencer, quand on parle de mouvement syndical, moi je pense à deux personnes particulières qui me sont très chères, avec qui j'ai partagé un parcours militant de plusieurs années. Je pense à Ousmane Redouane, avec qui on a non seulement partagé un parcours militant, on a été quasiment près d'une quinzaine d'années ensemble, aussi bien dans la clandestinité que dans la légalité, pour construire quelque chose qu'on appelle la gauche révolutionnaire en Algérie. Et Ousmane Redouane était une des icônes du mouvement syndical, non seulement de par son activité dans l'UGTA, où il était dans une démarche très critique. Déjà, il anticipait sur une configuration et une rénovation nouvelle de l'UGTA. Et après, il s'est projeté. Ah oui, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais le baqi ne comptait pas trop sur moi. Alors, donc, voilà, Ousmane Redouane, Habibna, Rafiqna. Et en tant que sur la base d'une lecture القراءة اللي دارها على الوضعية النقابية تاع الUGTA, il a décidé de se projeter dans une démarche de syndicalisation autonome et ça lui a permis de construire le CLA, le fameux syndicat Naqabat, syndicat des lycées d'Algérie, qui existe toujours, qui était justement porté par Achour. Et je pense à Achour aussi qui nous a quittés très récemment, qui a été, je veux dire, aussi bien dans le parcours militant, mais surtout dans le parcours syndical. On était dans une proximité très forte, une proximité d'amitié, parce que le militant révolutionnaire, ce n'est pas un logiciel. Il porte d'abord un humanisme avant de porter des idées. C'est ça qui est important. Et il se fait que Achour portait les deux de façon affectueuse, de façon attendrissante et et avec le sourire. Et c'est pour ça que je suis content que le Hirak soit après la révolution du sourire. Parce que ça, c'est l'impact et la trace de Achour qui est dedans. Voilà, je pense à ces deux camarades parce qu'ils étaient dans la proximité idéologique, politique. Ils étaient dans la proximité des luttes. Et on s'est marqué les uns et les autres. Et les parcours collectifs, on collectivise tout, y compris nos émotions. Mais derrière les parcours collectifs, il y a des itinéraires individuels, une conception du militantisme et une éthique et des valeurs. Et Achour et Redouane sont arrivés à mettre en phase et les idées, les utopies, et les valeurs et l'éthique militante. Voilà, je leur rends hommage aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de parler du syndicalisme parce que c'est une question importante. Donc, قضية مهمة اليوم. علاش؟ parce que رانا نتسائلوا اليوم الحراك où est le mouvement syndical? C'est la première question qu'on se pose. Et on a l'impression qu'on a eu réponse négative. Le mouvement syndical est absent du Hirak. Et c'est même une des limites fondamentales et structurelles du Hirak aujourd'hui. Donc, mouvement syndical et Hirak,
c'est d'abord comprendre le syndicalisme. Donc moi j'ai essayé de préparer, d'introduire un peu le sujet. Après, Rafiqna Saqo va parler de la dimension, l'UGTA et le Hirak, donc tout ce qui s'est passé depuis un an à peu près, voilà, depuis ces derniers mois, tout ce qui a changé, tout ce qui potentiellement peut changer. Et Samir Borj, qui est un des militants et cadres du CLA, va nous parler de ce qui se passe du côté syndicat autonome. Voilà. Donc, comment le positionnement politique, le positionnement politique et syndical des syndicats autonomes, l'intersyndical en particulier, dans cette histoire de dialogue, de hirak, etc. Voilà en gros ce qui se passe. Donc, moi, j'ai essayé d'introduire en rappelant certains éléments عناصر إطار نظري أو عناصر نظرية تحليلية pédagogique باش نفهم c'est quoi le syndicalisme et pourquoi en fait on a besoin du syndicalisme. Et à la limite, pourquoi le syndicalisme a besoin de nous surtout. Ça veut dire quoi? Quand on dit expression syndicale, ça veut dire quoi? Ça renvoie à une analyse du système capitaliste et de certains éléments constituants du système capitaliste. كاين مكونات النظام الرأسمالي اللي تخلق إلزامية وموضوعية النظام النقابي والتعبير النقابي والتصور visibilité syndicale. Après, je vais aborder en deuxième lieu le mouvement syndical et les trajectoires de lutte, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas ماشي الحركة النقابية كمؤسسات comme logique institutionnelle, c'est pas le plus important. C'est surtout le mouvement syndical raccordé à des trajectoires de lutte. Et il y a eu des luttes importantes en Algérie depuis l'indépendance. Et il y a eu des luttes qui ont été significatives du point de vue du positionnement du mouvement syndical. Et il y a eu des luttes qui nous ont marqués dans la mémoire sociale et dans la mémoire syndicale et dans l'opinion publique et qui représentent un plus pour comprendre combien le syndicalisme est un acteur premier, pas le seul, mais un acteur premier dans la lutte, dans les luttes sociales et politiques en Algérie. Et je terminerai comme troisième point, donc sur cette idée qu'au fond, quelque part, mais ce n'est pas totalement vrai, on caricature un peu, mais c'est pour marquer la chose, c'est quelque part le mouvement, le Hirak, qui est quelque part orphelin du monde syndical et ouvrier. Et quelque part orphelin, c'est-à-dire quelque part, haja naqsa. On ne peut pas se projeter dans la grève générale, on ne peut pas se projeter dans la désobéissance civile si on n'a pas une dynamique syndicale forte qui nous permet. La grève générale, mais la grève générale dans les usines, dans les entreprises, c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce que ça renvoie à des histoires du mouvement ouvrier, ça renvoie à des rapports de force beaucoup plus serrés, et ça peut être un des ingrédients majeurs de ce qu'on appelle la révolution. Voilà. Alors, le syndicalisme, ce n'est pas une invention intellectuelle. Le syndicalisme, c'est d'abord quelque chose qui s'est manifesté. حاجة اللي ظهرت في الميدان. ظهرت في الميدان في الحداثة الاقتصادية كما نقولوا باللغة العربية dans la modernité économique. Et la modernité économique dans l'histoire de l'humanité, c'est le capitalisme. On ne peut pas dire que le féodalisme, l'iqtaïa, c'est la modernité. C'est même le mode de production le plus pauvre de l'histoire. On ne peut pas dire que le despotisme oriental, ou ce qu'on appelle le mode de production asiatique, selon la catégorisation de Karl Marx, on ne peut pas dire que le mode de production asiatique était le plus avancé. C'était le plus éclairé. On n'a pas le temps d'en discuter. Fait chouiller un peu de Doula al-Othmaniya, un peu l'Asie au sens large, mais c'était un peu éclairé au sens où il y avait des dynamiques, mais ce n'était pas le mode de production le plus moderne. Alors, Akrour n'est pas là. Samzra, je ne suis pas sûr que c'était... Samzra, c'est-à-dire, on était dans une sorte d'univers sociétal, social, culturel, etc., mais dans des sociétés qui étaient plus dans l'économie de subsistance que dans des économies modernes, développées, etc. Mais tous ces moments d'histoire constituent des cycles. يشكلوا دورات تاريخية في الإنسانية ويشكلوا دورات عندهم ارتباط ما بينهم. C'est-à-dire tous les cycles de la préhistoire à aujourd'hui, il y a des articulations qui existent. هذوك les articulations لازم نفهمهم باش نفهموا باللي ماشي الرأسمالية ما جابتش كلش. الرأسمالية c'est l'expression de quelque chose qui s'est construit avant.
Et ce qui s'est construit avant, c'est beaucoup de richesses, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de culture, mais c'est dans des conditions, dirait Marx, et on parlait de Mandel tout à l'heure, Ernest Mandel, dans des conditions de force productive relativement faibles, fragiles, à leur début dans l'histoire. Voilà. Donc le syndicalisme, c'est quoi? Le syndicalisme est l'expression de ce qui se passe, de ce qu'on appelle dans le rapport salarial dans le système capitaliste. La modernité économique est venue avec le capitalisme, je ne vais pas en parler en détail, et le capitalisme, il est basé sur quoi? C'est qui met la batterie, le plus et le moins. Il est basé sur une contradiction qu'on appelle le capital et le travail. Al-Ra'smal ou l'Amal. Et le rapport capitaliste qui prend la forme d'un rapport salarial, علاقة إيجارية. إيجارية ماشي ما تفهموش غير الأجرة الشهرية برك. Le rapport salarial est un concept dans les sciences humaines et en économie politique qui désigne la façon dont le capitalisme domestique la force de travail ouvrière. كيفاش يخلق آليات باش آليات ذهنية وآليات مادية وموضوعية باش يخلي القوى العاملة تخدم للرأسمالية d'un certain point de vue. Parce que c'est ça, la force de travail travaille pour le capitalisme. Elle produit même de la plus-value. Elle produit de la valeur. Et c'est cette production de valeur qui permet le profit. Et c'est ce profit qui nourrit l'accumulation capitaliste. اللي يغذي التراكم الرأسمالي والتراكم الرأسمالي يخلي الرأسمال يجدد لي مويان دو برودكسيون تاعو ويخلي البرجوازيه تعيش بالربح وتستهلكو ويخلي الطبقه عامله تعيش الاستغلال وتدخلوا في الذهنيه تاعنا. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation par le salariat. Donc le rapport capitaliste, c'est capital-travail. Et cette contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait capitalisme comme système d'ensemble, pour qu'il y ait باش يكون تراكم رأسمالي avec le profit, ما نقدرش نقولوا le capital et le travail في إطار المساواة comme demande le mouvement féministe, l'égalité homme-femme. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'égalité dans le rapport capitaliste. Parce que le rapport capitaliste est né par la dépossession de l'un pour la possession de l'autre. C'est ça qui est important. C'est le rapport de possession et de dépossession. Il y a eu un processus historique ما نقدرش نتكلم عليه اللي يخلي أن الطبقة البرجوازية كسبت وسائل ملكية وسائل الإنتاج اللي يسميهم الرأسمال pour simplifier. Donc elle a dépouillé les travailleurs de toute possibilité de posséder les moyens de production pour que le travailleur puisse se transformer, non pas en tant que travailleur, mais en tant que force de travail, en tant qu'énergie utile dans la machine capitaliste pour produire de la valeur et du profit. Voilà le principe capitaliste de base qu'il faut comprendre. Alors on n'a pas le temps de développer, يقول لك الأستاذ عاد الحاج حسب روحه في conférence sur l'économie politique, mais c'est le principe de base qu'il faut comprendre pour se dire pourquoi les gens luttent, pourquoi les travailleurs luttent, pourquoi ils font une conscience ouvrière, pourquoi ils font une conscience syndicale et pourquoi Redouane et Achour ont été dans le combat syndical. Bon, quand je pense à ça, je suis ému. Et cette contradiction, donc ce rapport salarial, ce rapport capitaliste, nourrit la contradiction entre le capital et le travail. Et Marx a donné deux formules. Il a dit au 19e siècle, à la révolution industrielle, c'est-à-dire au Germinal, vous avez lu Germinal, le film, voilà, si vous l'avez lu, هذيك la période اسمها وقت Lénine et le début de la révolution industrielle 1820-30 jusqu'à 1890, c'était le capitalisme basé sur l'exploitation absolue de la force ouvrière, absolue بطريقه مطلقه. واش معناه؟ معناه ان الترافايور يخدم حتى يلقف. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire le travailleur bosse, il est surexploité jusqu'à l'épuisement physique. Mais le capitalisme en crise en 1890 jusqu'à début du siècle a compris, encore plus avec la crise de 29, a compris qu'à force de surexploiter le travailleur, tellement نستغلوه نديو له الطاقه نمرمدوه نحيو له الانسانيه اللي داخله الطاقه تاعو, et ben le capitalisme risque d'être son travailleur.
Donc il faut exploiter autrement les travailleurs. Et ça s'appelle l'exploitation par la plus-value relative. La plus-value absolue, la plus-value relative. Relative au chemin, eh ben, c'est justement, c'est là où le rapport salarial prend une forme moderne. Il y a طابع حديث. حديث وش معنى حديث؟ طابع حديث في المفهوم أن لازم العامل نستغلوه بلا ما يفيق. نهفوه ندري بليوان. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la modernité du XXe siècle, la modernité capitaliste du XXe siècle, est basée sur la plus-value relative, c'est-à-dire sur une exploitation de la force de travail, où on ne donne pas l'impression au travailleur qu'il est exploité. Donc il y a un travail sur la conscience. Et c'est ça les mécanismes d'aliénation. كنقولوا بالعربية l'aliénation. استلاب. صعيبة شوية. استلاب. Voilà, آلية الاستلاب. معناه comment faire introduire au travailleur l'idée qu'il travaille pour lui et pour les autres. Donc qu'il travaille pour la collectivité. Et dans cette collectivité, il y en a qui prennent 90%, qui les يشربوا الطاسة هذيك pour certains la chope de bière et pour d'autres الطاس تاع الحليب الكبير ولا تاع البن والعامل يذوق هذيك القطرة الأخرى هذيك. C'est pour ça في الذاكرة الشعبية يقول لك القهوة هذيك الكمية الأخرى هي الحلوة. هذيك هي اللي تضر في الحقيقة. هذيك هي اللي تضر. باسكو هذيك هي اللي تدل على التوازن لا متكافئ في توزيع الثروات في البلاد، في توزيع الطاقات في البلاد، في توزيع الحق والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. دونك نسميوها الإشكالية الرأسمالية، cette problématique du capitalisme, et bien sûr elle installe un rapport salarial basé sur le fait, voilà, dans les années après la crise de 29, eh ben, on a appelé ça le modèle tayloriste-fordiste, c'est-à-dire Ford a compris que s'il vendait avec le système tayloriste, Taylor, c'est-à-dire qu'il y a un chronomètre où il tournait dans l'usine, il enregistrait les gestes et les trucs des travailleurs, et ça lui a permis de dire, au lieu qu'un travailleur, ce qu'on appelle l'ouvrier de métier, produit une table comme ça tout seul, mais le tronc d'arbre, cette table-là. Taylor a compris qu'il fallait peut-être, je prends toujours cet exemple parce qu'il est simple, il faut 50 opérations pour ça. Mais Taylor a compris qu'il vaut mieux ramener 50 ouvriers et chacun fait une opération. Ça s'appelle la parcellisation du travail. تجزئة العمل. وتجزئة العمل وش معناه؟ معناه أنا كنت قادر نخدم الكاسكيطة يبقى نعود نخدم هذا الطرف تاع الكاسكيطة برك. C'est une façon de dépouiller la classe ouvrière de son savoir-faire. Et quand on dépouille la classe ouvrière de son savoir-faire, on lui dépouille quelque part de son identité, quelque part de son histoire, quelque part de sa force et quelque part de sa conscience. Et la classe ouvrière doute. Elle doute sur elle-même et elle se sent dans un rapport de domination justifié, objectivisé, diraient les théoriciens et les intellos, objectivisé. C'est-à-dire علاقة هيمنة موضوعية. هذه هي الفكرة. Et donc le syndicalisme est né. Il est né comme quoi? Il n'est pas né parce qu'il y avait un brillant révolutionnaire sorti du camping de Savoir Plus pour nous dire voilà la révolution. Voilà, il est là. Et il nous ramène le logiciel et on s'exécute, sinon il y a. Donc ce qui se passe, c'est que le syndicalisme est né sur la base d'une pratique de lutte. J'ai compris. On m'informe et on me dit vas-y, tire-lui dessus, ça va marcher. Alors, bien sûr, on plaisante, on se détend. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le syndicalisme est né de lutte. À un moment donné, dans les luttes des mineurs, et Germinal est un excellent ouvrage là-dessus, et ben les mineurs, quand ils travaillent 16h, 18h, c'est pas possible. Et donc, ils ont commencé à faire des grèves de mineurs. Et vous connaissez le film ou le bouquin, si vous l'avez lu, comment une sorte de communiste éveillé, formé par les idées, forgé par les idées politiques dans des trajectoires liées au mouvement ouvrier, a essayé d'introduire ces idées a essayé d'introduire les idées de lutte, l'idée qu'il faut lutter, l'idée qu'il faut se bagarrer dans le milieu ouvrier des mineurs. Et c'est comme ça que la grève a été
un des premiers outils de la modernité des luttes. C'est-à-dire un des premiers outils où les travailleurs ont compris qu'on peut faire contrepoids au rapport salarial capitaliste pour aménager un peu cette exploitation. Et quand je disais le modèle tayloriste fordiste, Ford a compris que notre collègue syndicaliste du CLA. Donc Ford a compris que s'il voulait vendre, alors il faisait, supposons, 5000 voitures par an, avec le système tayloriste, c'est-à-dire 100 000 voitures par an. Et 100 000 voitures, il faut trouver des consommateurs. Avant, c'était la bourgeoisie, les neveux, les nièces, les cousines, les trucs, etc. Les automobiles. Après, il fallait, pour que la production capitaliste puisse accéder au marché, il fallait une consommation populaire. Il fallait que les travailleurs achètent des voitures. Et c'est comme ça que les travailleurs ont commencé à acheter des voitures, à acheter des frigos, à acheter des machines à laver, à acheter des cuisinières, à acheter... Et donc ça a changé le mode de vie de la classe ouvrière et des couches sociales salariées et qui les a mis dans cette modernité capitaliste. Et c'est là l'intérêt, c'est que comment le capitalisme, ce qu'il gagne, ce qu'il perd en cédant sur les salaires pour la classe ouvrière, il le récupère par la consommation capitaliste. Entre parenthèses, Ford, il paye $1 l'heure les travailleurs, ou là, il dit comme $5. C'est une augmentation de 500%, mine de rien. Mais une augmentation qui lui permet de vendre ses voitures. C'est ça qui est important. Donc le circuit capitaliste, ce n'est pas seulement la production, ce n'est pas seulement produire la valeur, c'est la vendre, c'est la récupérer par le circuit du marché. C'est ce qu'on appelle le cycle économique capitaliste. Et dans ce cycle-là, la contradiction, c'est que quand le travailleur se met en grève, quand le travailleur pense qu'il n'a pas son dû, qu'il عامل يفهم باللي او مضرور او تكلح او ما عطاش حقه, eh ben l'outil de la grève est venu et la grève générale a créé la potentialité d'une structuration des travailleurs dans leur lieu de travail, une structuration qui a pris la forme syndicale. Et c'est comme ça que le syndicat et le syndicalisme comme mouvement général est né. Il est né comme contrepoids, comme réaction à un rapport salarial exploiteur et aliénant. Deuxième idée, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, la mondialisation depuis les années 70, 90, 2000, disons, pour être dans le timing algérien, va amplifier ce phénomène. La mondialisation capitaliste, dans sa version néolibérale, mais dans sa version néolibérale, elle ressemble un peu au libéralisme du 19e siècle. On n'est pas loin de Germinal, dans le cycle se répète, mais avec des usines plus modernes, avec des technologies plus sophistiquées, etc., etc. Mais on est dans les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, comment le capitalisme mondialisé doit gagner le maximum de profit dans une compétition, je répète en français pour les invités, dans une compétition intensive et forcée, comment le capitalisme mondialisé, c'est-à-dire les entreprises multinationales, c'est-à-dire Total en Algérie, IBM, etc., etc., كيفاش يدخلوا البروفي بصفه قويه باسكو لازم يكون قوي باش ما يتمحاوش من السوق الراسمالي pour qu'ils disparaissent pas du marché et du jeu capitaliste au sens économique du terme. Il faut qu'ils gagnent beaucoup de profit. Eh bien, les mécanismes du profit dans la mondialisation sont des mécanismes basés sur une sorte de surexploitation du travailleur sur le plus-value absolue du 19e siècle dans les pays du tiers-monde, de l'Érythrée à l'Algérie. Et vous avez vu comment les travailleurs chinois ont été surexploités par leurs patrons, comment les travailleurs algériens sont surexploités dans le secteur privé, et comment les travailleurs algériens sont quelque part surexploités dans l'économie publique, de façon par des mécanismes plutôt différents, on peut en parler tout à l'heure. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et la classe ouvrière au niveau mondial comme au niveau national, donc elle est restée assujettie à ce rapport salarial aliénant et exploitant. Donc le syndicalisme est un outil
C'est un instrument, c'est pas une fin en soi. C'est un instrument qui permet de s'organiser pour dire basta au capitalisme. Pour dire, vous ne m'avez pas donné le salaire qu'il faut. Vous ne m'avez pas donné mes droits. Et le syndicalisme prend la forme d'action collective. Si Sako est seul à l'UGTA, il essaie de jouer aux syndicalistes éveillés et éclairés, il ne fera pas grand-chose. Mais si Sako se bat sur le terrain de l'UGTA en étant avec beaucoup de syndicalistes qu'il a convaincus de la nécessité d'une action collective, c'est ça l'identité syndicale. L'identité syndicale, c'est l'action collective pour des revendications précises. Et là, on rentre dans la troisième idée, c'est que le syndicalisme est-il révolutionnaire? Le syndicalisme est-il un moment dans les ingrédients préparatoires de la révolution? La révolution, donc, نحدوها على كل حال نعرفوها كلمة صعيبة وثقيلة وتعتمرمد على كل حال. قولي لي سينو جو ماريت سي با بروبليم. مازال شوية 15 minutes 10 minutes 15 minutes 10 minutes. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est que la mondialisation, en fait, elle combine des formes modernes du salariat et des formes du 19e siècle du salariat. Quelque part, la mondialisation nous fait reculer dans des îlots du capitalisme mondialisé et elle garde des îlots plutôt modernes, mais aussi exploiteurs dans les pays développés, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la conscience syndicale, qui est d'abord une conscience ouvrière, ça c'est important, ce n'est pas une conscience de salarié, c'est une conscience ouvrière. C'est-à-dire c'est d'abord des gens qui ont la capacité de faire de la nuisance au capitalisme, aux entreprises capitalistes. Et ceux qui sont capables de faire de la nuisance au capitalisme, c'est d'abord ceux qui produisent de la valeur. Ceux qui produisent de la valeur, c'est-à-dire ils produisent une production matérielle qui se vend sur le marché, parce que si elle ne se vend pas sur le marché, elle est dévalorisée au sens capitaliste du terme, et c'est pour ça que les grandes grèves dans l'administration publique, dans la fonction publique, n'intéressent pas beaucoup de monde. Ça n'intéresse pas le patronat. Même l'État s'en fout. Et c'est pour ça que les grèves du CNES, du CLA, tout ça, ça a été très dur. C'était des grèves de 4 mois, 5 mois, etc. pour faire réveiller le pouvoir politique, pour le faire bousculer. Mais quand on attaque les travailleurs de son attaque se mettent en grève, ou de son ACOM se mettent en grève, ou de trucs, etc., c'est le branle-bas de combat. Le rapport de force change. On n'est pas dans la même situation. Ça ne veut pas dire que l'enseignant qui est notre ami Samir ne produit pas de la valeur. Il produit de la valeur, mais dans un processus où ce n'est pas vraiment visible. La production matérielle est une production de valeur et de plus-value, c'est-à-dire le profit, qui va dans le marché. Mais la santé, l'éducation, tout ça, à la limite, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'il y a une déconsidération de l'administration publique, des secteurs sociaux qui sont porteurs d'intérêt à ce qui se passe dans la société, aux attentes sociales, mais qui ne sont pas du tout porteurs de valeur pour les logiques de marché. D'où la mondialisation libérale et néolibérale qui a décidé de marchandiser le secteur de la santé, de marchandiser le secteur de l'éducation, de marchandiser l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, comment faire? Le problème, c'était comment faire pour que la valeur éducative devienne une valeur marchande. Donc, on n'a pas le temps de discuter, il faut une conférence là-dessus. Alors, le syndicalisme en Algérie a pris forme avec l'histoire du mouvement national. Il en parle peut-être un peu en détail, l'histoire du mouvement. C'est-à-dire, الحركة النقابية في الجزائر عندها تاريخ. Avant le mouvement national, c'était les syndicats français qui étaient implantés en Algérie et il y avait le syndicat des cheminots, le syndicat des métallurgistes, il y avait des syndicats, en gros la CGT, etc., les syndicats français qui avaient incrusté des traditions de lutte syndicale en Algérie à partir de ce rapport salarial entre le capitalisme métropolitain et le capitalisme colonial.
Et dans le capitalisme colonial, les travailleurs français et les travailleurs algériens étaient assujettis à la même domination. نفس الاستغلال ونفس الميكانيزمات. Donc, et après, avec la révolution anticoloniale, la lutte de libération, etc., il y a eu la naissance de l'UGTA, elle est née dans le mouvement national. Ce n'est pas une naissance autonome. Elle est née dans la logique du nationalisme libérateur qui se mettait en place et qui avait besoin de la classe ouvrière pour porter la revendication de l'indépendance le plus loin possible. Et l'UGTA, donc, dès le départ, elle s'est appuyée sur les traditions du mouvement ouvrier français, mais elle a d'abord et surtout pas subi. Elle a d'abord et surtout, elle s'est connectée aux exigences du nationalisme libérateur. Ce n'est pas une tare, mais c'est quelque chose qui a été un élément de blocage dans une configuration plus syndicaliste et plus ouvriériste de l'UGTA. Alors, l'UGTA a une histoire bureaucratique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire on a une bureaucratie syndicale qui s'est appropriée l'appareil de l'UGTA depuis 62, mais avec des moments différents. Entre 62 et 65, il y avait la dynamique de l'autogestion, et l'UGTA كانت هي عنصر من العناصر الجوهرية لانتعاش وتغذية الحركة التسيير الذاتي. C'était un des acteurs qui alimentait l'autogestion et qui permettait à l'autogestion d'évoluer vers une visibilité socialiste, vers un projet socialiste. Et il y a la gauche du FLN, les trotskistes qui conseillaient Ben Bella, Michel Araptis, etc., etc. Mais ce moment-là, avec le Ben Bella d'abord en 64, a voulu liquider la direction de l'UGTA ou une direction bureaucratique. Et puis avec le coup d'État et Boumdine en juin 65, il y a eu une dynamique de ce qu'on peut appeler la normalisation de l'UGTA. Sur l'UGTA اللي كانت فيها ريحة لا gauche وريحة الاشتراكية وريحة التسيير الذاتي وريحة مسمو, il faut zapper tout ça, on la met dans le circuit comme une institution syndicale mais qui doit être en phase avec les exigences du pouvoir politique, qui était une dictature quasiment militaro-policière. Voilà. Je vais terminer, mais 10 minutes. C'est très... Fin de 10 minutes. Non, mais je fais avec, mais je fais... Mais il reste... voilà, je vais ajouter 5 minutes. Voilà. Mais allez, 5 minutes. Alors, voilà. Donc, l'UGTA a eu des moments de normalisation, mais elle a eu des moments d'autonomie. Donc en 62-63, en 68-69, avec Demen Debeh, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc il y a eu des tentatives. Mais c'est vrai qu'avec Bouteflika, on peut considérer qu'on est passé de la logique bureaucratique à la logique d'allégeance. L'allégeance, voilà, l'allégeance. Et l'allégeance, c'est-à-dire l'institution et sa direction sont complètement au service du pouvoir politique, au sens le plus total du terme. C'est pour ça que c'est difficile de reconfigurer l'UGTA dans une perspective beaucoup plus démocratique, combative, etc. Parce que ce rapport d'allégeance a cassé l'institution. Les syndicats autonomes, ils en parlent. Les syndicats autonomes, mais ابتكار فكري من طرف des syndicalistes. C'est d'abord le résultat d'un blocage des luttes dans l'appareil de l'UGTA, au niveau des syndicalistes de l'UGTA. Et en bonne partie, ceux qui ont construit les syndicats autonomes, c'est des gens qui ont vécu l'expérience de l'UGTA. Et ce vécu, ils l'ont transposé, mais avec une dynamique d'autonomisation qui était subversive, j'allais dire, intéressante, tant que les syndicats autonomes étaient dans les luttes, mais qui se sont rapidement bureaucratisés, et il y a une dynamique de bureaucratisation, j'allais dire, de fonctionnement pas très démocratique, et surtout, les syndicats autonomes, d'absence de projet syndical. L'absence d'une visibilité syndicale d'avenir qui soit raccordée au mouvement ouvrier et à la nécessité de sa résurrection. Et c'est là où le Hirak, aujourd'hui, je termine là-dessus, ce sont orphelins. Orphelins du monde syndical, du mouvement syndical, parce que l'UGTA est absente parce que Sidi Saïd l'a piétiné totalement dans son identité,
Et les syndicats autonomes se sont incrustés dans les passerelles du dialogue, qui est un dialogue beaucoup plus kéchériste qu'un dialogue sérieux. Et le dialogue sérieux, comme le dit le Hirak dans les rues le vendredi, le Hirak ne dialogue pas avec le pouvoir, il négocie le transfert de la souveraineté, du pouvoir à la souveraineté populaire. Et je m'arrête. Merci, camarade. On passe à notre camarade Sakou, syndicaliste de l'UJTA. واحد من الناس اللي ناضلوا على création du l'UJTA. L'appropriation, lui est l'un de ceux qui ont essayé d'accompagner le mouvement de l'appropriation du l'UJTA récemment. Mais قبل عدل على كل حال, il a parlé surtout de la rapport syndicat, force de travail, capital et tout, au niveau international. Moi, je vais essayer pour ne pas faire long, de concentrer sur l'UJTA. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'UJTA a adopté ce genre d'attitude, même avec le mouvement populaire, même avec l'éruption des masses populaires sur la scène, l'UJTA s'est positionné de cette manière. Je pense que ça découle de son parcours historique. L'UJTA, à sa création, il a fait un petit aperçu, il a fait allusion à ça. Elle a été créée dans le mouvement national en 1956. Quoique le mouvement national, à l'origine, les premiers qui ont revendiqué l'indépendance nationale, c'était des syndicalistes de Renault, français. Ils étaient liés au Parti communiste français, 26. Ils étaient à l'origine la création des plans nord-africains. Mais le cours du mouvement national a fait en sorte que les communistes, les gens qui se réclamaient de la classe ouvrière et tout, ils n'ont pas accompagné le mouvement de lutte, le mouvement pour les libérations. Rapidement, avec tout ce qui s'est passé, le 4e international et tout, la bureaucratisation de l'international communiste et tout, on arrive à 1954, il y a un groupe de gens issus du PPA, du MTLD qui ont déclenché un groupe de gens, un groupe de jeunes, un petit groupe de jeunes, ils ont décidé, c'est bon, France, l'UJTA a été créé dans ce sillage. La guerre armée, le mouvement national de la guerre armée, la prise des armes pour se libérer du colonialisme de 1954, mais l'UJTA a été, donc la FLN, le CRUA, la FLN, l'UJTA a été créé en 1956. Donc c'est le mouvement national, la FLN, qui a senti le besoin de faire participer la classe ouvrière, les travailleurs algériens, dans la lutte de libération nationale. Donc l'UJTA, à l'origine déjà, elle a été créée, pas autant que classe, syndicat de classe, elle a été créée comme pour gagner les travailleurs algériens, pour accompagner la lutte de libération nationale. On pourra dire, les marxistes, ils pourront dire que c'est une tare. Normalement, les travailleurs devraient, dès le départ, eux, prendre à la tête la lutte. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il se trouve que c'est les petits bourgeois, c'est les paysans qui ont été à la tête de cette lutte. Donc les travailleurs, ils sont organisés à travers l'UJTA, ils ont accompagné. C'était émancipateur, c'était une libération. Le travailleur algérien, après l'indépendance, donc il aspirait à une vie mieux. Voilà à peu près le contexte où est-ce que l'UJTA a été créée. Elle n'a pas été créée sur la base d'indépendance de classe. Elle a été créée pour accompagner une lutte d'un peuple pour se libérer du colonialisme. Ça reste jusqu'à maintenant un repère pour les syndicats d'aujourd'hui, l'UJTA en 2019. Ça reste toujours une fierté pour eux. Le fait qu'ils ont été créés en 1954, en 1956, ils ont été d'un apport pour libérer tout un pays. Ça reste un repère كبير. الناس يفتخروا jusqu'à maintenant, les syndicalistes honnêtes, sincères et tout, يفتخروا de leur appartenance à cette UJTA. C'est les syndicalistes qui se revendiquent du novembril. احنا النوفمبريين, احنا l'UJTA النوفمبرية. احنا حررنا البلاد, on a contribué à libérer le pays. Là, je fais des rappels historiques à tous, c'est pour situer un peu, pour expliquer les positionnements du l'UJTA actuel par rapport au mouvement populaire. Donc après l'indépendance, il a fait allusion à ça, donc 62, 65, c'était un mouvement gestionnaire. Il y avait des camarades trotskistes qui étaient conseillers de la présidence, là et tous. L'UJTA
elle a aussi accompagné le mouvement autogestionnaire. Mais 65, l'UJTA, elle a tout le temps été liée au pouvoir politique. Donc 54, 56, c'était la FLN, c'était la tâche principale, c'était la libération du pays. 62, 65, c'était accompagner le mouvement autogestionnaire. À partir de 65, avec la nouvelle politique de Boumediene qui était dans une logique d'édification nationale, l'UJTA, on lui a donné cette tâche, mais c'est le pouvoir politique qui a imposé une ligne de conduite politique à cette organisation des travailleurs. Donc l'UJTA à l'époque, 65, 78, ils étaient dans une logique d'accompagner le mouvement d'édification nationale, les tâches de construction, les plans triennales, quadriennales, Boumediene. Ils étaient dans l'accompagnement. Je vais juste faire un petit rappel rapide. Les textes de l'État algérien, ils parlaient du socialisme. On parlait de la gestion socialiste des entreprises. C'était codifié, c'était des textes, on parlait de l'Assemblée des travailleurs. Rien ne peut se faire à l'usine sans le consentement de l'Assemblée des travailleurs. On était dans cette logique. Les syndicats étudiants, ils se considéraient بلاد تاعهم كما يعطوا الوكيلات تاع البلاد تاعهم ils considéraient qu'ils يديروا فريقهم. Les syndicats, ils étaient dans cette logique. Ils étaient dans les années 70. Et surtout, je rappelle, il y avait un parti communiste qui s'appelait le PAX, qui était dans cet accompagnement, ils étaient dans une logique de soutien critique au pouvoir à l'époque. Les gens du PAX, qui était un parti quand même important. C'était l'ex-parti communiste qui s'appelait par la suite le PAX. Et en termes de nombre, en termes d'ancrage au niveau national, ils étaient présents. Ils étaient présents, ils ont accompagné, ils étaient convaincus que c'était juste ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient dans une logique impérialiste. Les années 60, les années 70, l'Algérie était considérée comme la Mecque des révolutionnaires, c'était pas pour rien. Parce qu'ils ont cru. Même à Boumediene, c'était une logique d'émancipation, c'était une logique anti-impérialiste, c'était une logique de soutien au peuple en lutte. Il y avait tout ça. Tout ça a joué sur le comportement, sur l'usagissement de l'appareil après donc 78, après la mort de Boumediene, c'était donc le choix politique le pouvoir, c'était d'aller vers le libéralisme, d'aller vers ce qu'on appelait l'infitah. Donc ils ont tout fait pour aussi que l'UJTA elle a tout le temps été liée aux décisions du pouvoir central. L'infitah, les années 80, 84, à partir des années 80, ils ont commencé dans le peu de liberté qui existait au niveau de l'UJTA. خلقوا l'article 120 باش تكون مسؤول داخل l'UJTA لازم تكون مناظر تاع الFNN. C'était l'époque du parti unique. لازم تكون مناظر، لازم تكون عندك كارطة تاع الFNN باش تكون مسؤول داخل l'UJTA. Et ça a tout le temps été comme ça. Donc les années 80, ça a aussi été comme ça. 89, avec l'explosion d'octobre 88, il y avait des tentatives. Il y avait des tentatives des groupes de syndicalistes qui ont entrepris des actions pour la démocratisation. À l'époque, 88-89, on parlait de la démocratisation. Donc il y avait, même à l'intérieur du JTA, il y avait un groupe de gens, c'était quand même pas comme maintenant, mais il y avait des tentatives de se rapproprier cet outil de combat des travailleurs pour aller vers une JTA autonome. On parlait à l'époque de JTA autonome. Il y avait une tentative, il y avait des rassemblements au niveau de la centrale, il y avait des luttes. Mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti rapidement. 89-90, c'était l'avènement de l'islamisme, c'était l'avènement du terrorisme. Et le JTA a aussi, à cette époque-là, été utilisé par le pouvoir pour accompagner la lutte antiterroriste. Je rappelle, c'était l'époque de Mahmouda, dans les années, début des années 90. Il était qualifié d'éradicateur. Il بان بليك مناضل ضد الإرهاب الإسلاموي. Il a mené ce combat. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, tu trouves des syndicalistes qui se revendiquent de la réappropriation de l'UJTA. Ils font le parallèle entre عيسى تيدير et عبد الحق بن حموده. قال احنا العلم تاعنا هادو هما. عيسى تيدير il a libéré le pays
il a été à l'origine de la création du GTA pour libérer le pays. Ben Hamouda, il a été un bon syndicaliste parce qu'il a mobilisé les travailleurs du GTA contre le terrorisme islamiste. Et il y a du vrai là-dedans. À l'époque des années 90, le GTA a joué un grand rôle contre le terrorisme islamiste. C'était les syndicalistes du GTA qui ont affronté le site à l'époque. Le fils, il a tenté d'introduire le monde du travail. Le fils qui avait la prétention de prendre le pouvoir en Algérie, il a failli le prendre. Et il a senti le besoin d'organiser les travailleurs. Ils ont lancé le site à l'époque. Mais je connais le site réellement sur le terrain, c'était les syndicalistes du GTA. Donc ils ont réellement mené cette bataille. Il y a des gens qui disent les terroristes parce qu'il les a dérangés, il les a quelque part empêchés d'accéder au pouvoir. Donc ça, c'était les années 80. Mais parallèlement à ça, ça c'est au niveau idéologique, politique et tout. Mais Ben Hamouda, à l'époque, c'était aussi une GTA bureaucratique, c'était une GTA qui était contre les intérêts des travailleurs et il a cautionné le plan d'ajustement structurel du FMI des années 94. Il n'a rien entrepris pour contrecarrer les plans qui appauvrissaient le travailleur. À l'époque, c'était combien de... On parlait de 500 000 travailleurs licenciés du jour au lendemain. C'était suite au plan d'ajustement structurel, à la FMI, aux conditionnalités du FMI des années 93, 94, 95. C'est-à-dire, il a accompagné politiquement le pouvoir dans sa lutte contre le terrorisme, mais pour la défense des intérêts des travailleurs, donc c'était toujours l'appareil du GTA. La centrale du GTA, la direction, elle a tout le temps été utilisée par le pouvoir. Et jusqu'à alors là, après le troisième mandat de Bouteflika, particulièrement le premier et le deuxième mandat, il y avait quand même un peu de liberté dans le GTA. Il y avait quand même بعض الحريات. واحد يقدر يكون نقابي يقدر يعبر على القناعات تاعو السياسيه نورمال. Mais après le deuxième mandat, quand il y avait la dérive, on parlait de la dérive monarchique, c'est la soumission totale, c'est l'allégeance, c'est لازم تكون مع الرئيس sinon tu es exclu. Sinon ils ont mille et une manières d'étouffer les syndicalistes داخل. Soit راك في الخط, soit on t'exclut. On a vécu des expériences en Algérie et même ailleurs où tous ceux qui expriment une voix discordante, ils sont étouffés. Troisième mandat, quatrième mandat, ils étaient même, je ne sais pas si vous vous rappelez, récemment, ça fait pas longtemps, donc c'était janvier, décembre, janvier, même début février. Début février, la campagne pour le cinquième mandat, comment l'arrogance de Sidi Saïd, qui était l'incarnation de l'UGTA, كيفاش يخاطب الخدامه كيفاش يخاطب الشعب الجزائر اللي ما راهوش ضد السانكيام موندا او ضدنا حبيتوا توليو الارهاب حبيتوا توليو تعشوا على 4 تاع العشيه سيتي الديسكور كي توني قال سوا تفوتيو سانكيام موندا سوا سي الكاو سيدي سعد اللي تي début février le GTA il était sur cette ligne. Et sur cette ligne, il arrivait à convaincre même les simples syndicalistes دخلوا في القلب هذايا دخلوا et les gens au niveau de la base commençaient à ramasser des signatures, commençaient les estimarats, réellement ils étaient dans une logique de domination, ils étaient dominés. هذا اللي دومينا هذا اللي دخل في l'allégeance pour des مصالح شخصيه كيف تقول الاغنيه هذيك داخل في المصالح الشخصيه. Ils ont étouffé tout. بلاك اوت ما تقدرش تحرك سواء تكون معاهم سواء tu es contre eux. حنا في بجايه l'union وين soi-disant il y avait un peu de tradition syndicale de lutte et tout. On était dans cette logique. Juste avant le 22 février, on était dans cette logique. Personne ne peut se prononcer contre ces mandats à l'intérieur du GTA. Personne. Même ceux qui étaient contre, ils le disent les couloirs, ils ne le disent pas dans des réunions internes. Des réunions internes, tu n'as même pas la possibilité d'exprimer ça. C'était incroyable. C'est inimaginable. Maintenant, après le 22, maintenant, c'est tout le monde qui a le cinquième mandat. Même si les aides, maintenant, j'ai jamais été pour le cinquième mandat. Mais
ça fait pas longtemps, c'était l'esprit dominant de l'UJTA. Pour dire le degré de bureaucratisation de l'UJTA. Mais après le 22, donc finalement l'éruption des masses populaires, c'est eux qui ont libéré un peu les syndicalistes à l'intérieur du GTA. Et un peu libéré, un peu, pas au niveau national. Malgré le 22 février, il y avait des syndicalistes dans 4 wilayas, malheureusement, je ne sais pas par quel miracle, par quel processus, il y a eu une coordination de 4 wilayas, dans le GTA, ils ont subi des pressions. C'est clair, la bureaucratie d'Abjaya, c'est pas d'elle-même qu'elle a pris ce combat, parce qu'elle a subi des pressions. Il y avait de grandes pressions. Début, fin février, début mars, الخدامة كانوا يدخلوا في la grève وحدهم. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Hirak, il a lancé 5 jours de grève, puis 5 jours de grève, puis 3 jours de grève. C'était des appels anonymes à la grève générale. Et ça a été suivi sur tous les premiers 5 jours. Ça a été suivi pratiquement dans toutes les entreprises. Donc les travailleurs se sont mis à agir en dehors de n'importe quelle structure syndicale. Ils ont suivi l'appel appartenance au mouvement populaire. قال لازم حنا ديسيدينا لازم نوضوا لازم نثوروا 5e موندا لازم يحبس ما لازمش يكون سيتي لوجيك كنتي 5e موندا الخدامه داروا كراف même Sonatrach, même Hassim Taoud, même dans tous les secteurs économiques, la fonction publique. Un objet, c'était plus que des grèves. Ils faisaient des grèves, ils faisaient des marches. Le jour de la grève, ils خرجوا يمشيوا في الطريق ويعيطوا كما الشعب تاع الفندردي. Les premiers temps, c'était comme ça. Donc la bureaucratie syndicale du JTA, ceux qui étaient pas, ça fait pas longtemps, c'était pour le 5e mandat, ils ont كل واحد كيفاش. واحد بالقناعه واحد لازم عليه وواحد بالحسابات دي كالكول دو بيروقراط pour sauvegarder ses intérêts, chacun comment à sa manière. Mais globalement, ils étaient tous impossible d'agir comme 5e mandat. Mais dès qu'il y a de l'éruption des masses 22 février, c'est une autre situation. Un objet, donc, j'imagine un peu, c'est la même chose un peu partout. Mais là, ça a des effets sur la bureaucratie syndicale qu'on avait là, même au niveau des 4 wilayas. Donc, les 4 wilayas, il y avait Saïda, il y avait Tlemcen, il y avait Bjaya, il y avait Tizi Ouzou. Il y avait l'union locale de Ruiba. Ils se sont constitués en comité national de réappropriation de l'UJTA. Mais c'est suite à la pétition de Al-Khdama, mais ça, ils l'ont décidé aussi à huis clos. C'était pas, ils n'ont pas organisé des assemblées générales ou les secteurs de c'était l'horizontal, c'était les élus qui se réunissaient pour décider d'accompagner le mouvement populaire. À un certain moment, ils disaient on va accompagner le mouvement populaire, mais à leur manière. Et l'UJTA, mars, ils étaient dans cette logique. Donc, ils se sont donné une structure au niveau national qui s'appelait Comité national de réappropriation du JTA. Ils ont entrepris des actions. C'est vrai qu'avant la naissance de cette structure, il y avait les dissidents du JTA, les exclus du JTA, qui commençaient à faire des rassemblements à la centrale. Mais c'était des dizaines de personnes. C'était des dizaines, pas plus, même pas une centaine. C'est les contestataires, c'est les déçus, c'est les exclus. C'était aussi des bureaucrates qui ont été exclus pour des raisons bien déterminées. Mais ils faisaient de la pression pour que le JTA s'adapte à la situation nouvelle de l'Blad. Mais Hadou, ils ont réussi à constituer un comité national pour la réparation du JTA. Ils ont mené des actions. Il y a eu 3 rassemblements au niveau de la centrale. Il y avait le 17 avril, le 1er mai, et le dernier, c'était le 12 juin. C'était avant la tenue du congrès, parce que la centrale, donc, ils ont aussi paniqué. Parce que même le pouvoir, ils ont vu que Sidi Saïd ne représente plus. Il n'est plus accepté par les travailleurs. Ils l'ont sacrifié. Mais rapidement, il s'est ressuscité d'une autre manière. Et rapidement, ils ont décidé de la tenue d'un congrès extraordinaire. Je suis d'accord, mais c'est moi qui va gérer le congrès. Et il a géré le congrès. Le comité de réappropriation, il a tout fait pour que le congrès ne se tienne pas. Il y a eu des rassemblements, il y a eu des combats juridiques au niveau de la justice. La justice, ils ont été boudés.
Les rassemblements, ils ont traîné, c'est vrai, en termes de nombre. Il y avait plus de nombres, c'était des centaines, c'est devenu 10 milliers, 2000, 3000, 4000, jusqu'à 5000. Il y a des rassemblements jusqu'à 5000 la centrale. C'était important. Ça ne s'est jamais vu. Depuis l'indépendance, il n'y a pas eu de mouvement pareil au niveau de la centrale. Mais ça n'a pas suffi pour empêcher la tenue du congrès des bureaucrates. Le congrès a eu lieu le 20 juin. Ça fait un mois. Sidi Saïd et ceux qui l'entourent, ils ont réussi à tenir le congrès. Le congrès. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de normaliser. Ils essayent d'étouffer la contestation. Ils essayent de marchander. Ils sont dans une logique de marchandage. Ils sont dans une logique de normalisation. Tout ce qui a été soulevé pendant ces derniers temps, ils essayent de l'étouffer. Maintenant, le mouvement, il est à ce stade, il est en cours. Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Les navos, les JTAT ou les Khdama, les Oumad, est-ce qu'ils vont continuer le combat? Est-ce qu'ils ne vont pas le continuer? C'est en cours. Il y a des tractations, il y a des discussions, il y a des débats. Mon avis personnel, ce combat à l'intérieur du JTA, il dépend du combat de la société d'une manière générale. Si le mouvement populaire aille de l'avant, finalement, c'est le mouvement populaire dans son ensemble qui va influencer sur l'intérieur du JTA. Si le mouvement populaire arrive à transcender cette situation actuelle, c'est-à-dire si on arrive à une deuxième république, à une nouvelle république, si la révolution en cours aboutit, il se peut que le JTA va s'adapter aussi à la nouvelle situation. C'est une possibilité. Mais si le mouvement populaire s'essouffle, la révolution, le processus révolutionnel n'aboutit pas, ça va être toujours la bureaucratie, ça va être toujours la même situation. Les choses, ils sont comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je t'aime. Donc, merci camarades. On passe à notre camarade Samir, syndicaliste du FLA. أزول في الأول. مساء الخير عليكم. الأستاذ بور سمير le membre fondateur du CLA et représentant du CLA de la wilaya de Moulbouakhi. Je viens d'arriver, شوية تعبت شوية من الطريق parce que j'ai trouvé بزاف des camions. سخانة بزاف, c'était une chaleur, une canicule, je viens d'arriver. En tous les cas, je ne prétends pas cette tâche. D'habitude, notre camarade Allah yarhamou, le défunt Achor, coordinateur du CLA, Wali présente ce volet le débat. Je vais essayer de donner juste un aperçu rapide sur la construction du syndicalisme autonome en Algérie. Pour enchaîner chouïa, juste ce que mon camarade Adel Abdelrazak il arrive au point de syndicalisme autonome en Algérie, pour vous dire que le syndicalisme autonome en Algérie, c'est comme concept et comme notion, autonome d'une manière première aperçue, c'est des syndicats autonomes. Mais c'est une imposture, c'est une idée fausse, parce que un syndicat autonome qui est lié, qui est financé par le pouvoir et qui attend chaque année que le pouvoir verse de l'argent dans les comptes de ces syndicats. La torche. Tu n'arrives pas à voir tes papiers. C'est sûr, mais je ne peux pas lire mes notes. Je vais essayer de parler et de garder dans ma mémoire les points que je peux développer. Voilà, donc un syndicat autonome qui demande des locaux au pouvoir pour s'organiser et pour les utiliser.
l'idée même de l'autonomie, vraiment, c'est une imposture. Voilà, donc le mouvement syndical autonome en Algérie a commencé à partir des années 90. Donc, je vais être très rapide sur ce point. Donc, à la tête du syndicalisme autonome, ça a commencé dans les universités, comme vous le savez, c'est le CNES qui est à l'avant-garde du syndicalisme autonome. Dans des contextes tels, il y a un changement dans la société, le changement, parce que le changement est dans tout, parce que la classe ouvrière telle qu'on la connaissait à l'époque, elle vient juste par la destruction de tissus industriels en Algérie. La classe ouvrière, comme on la connaissait, elle est dans le secteur public, dans les grandes usines, dans le Hjar. La classe ouvrière en tant que classe qui a une certaine conscience, on la trouve dans la région industrielle de Rouiba, ainsi de suite. Il y avait un tissu industriel, il y avait une classe ouvrière, on peut parler d'une conscience de classe ouvrière. Mais le monde a beaucoup changé depuis. Donc la classe ouvrière, elle est divisée, elle est dispersée, parce que le capitalisme a donné une nouvelle figure, une nouvelle forme. On le voit généralisé dans les services. Les services sont, comme vous le savez, dans le nettoyage, dans le commerce, dans les hôtels, dans le tourisme, ainsi de suite. C'est généralisé. Donc l'idée même de conscience de classe et conscience d'appartenance à une classe, c'est dans la nouvelle division du travail, c'est difficile de parler de conscience de classe. Donc les syndicats autonomes, comme les syndicats confédérations, ils ont des difficultés à s'implanter dans le monde des ouvriers. Parce que le monde a changé. Soit on s'adapte, les syndicats s'adaptent au nouveau monde de la division du travail qui est dominé par les services, soit on ne peut pas demander aux salariés de s'adapter aux syndicats. C'est les syndicats qui doivent s'adapter à ce nouveau monde de la division du travail. C'est pour ça pour vous dire que le monde a beaucoup changé et les difficultés ont commencé comme l'UGTA, comme ancrage et comme pour les syndicats autonomes. Donc les syndicats autonomes se trouvent beaucoup plus dans le secteur public et beaucoup plus dans les services, donc la fonction publique. Donc la fonction publique et comme je vous ai dit que ça a commencé par le CNES. Voilà, donc en tant que CLA, je veux vous parler juste un petit historique du CLA. Le CLA est né dans des conditions à Alger, dans des conditions d'une chape de plomb sur la société, sur le plan politique et une situation sécuritaire très difficile. Donc le camarade à Alger, à la tête de nos camarades à Alger, qui est Redouane Asman, il a essayé d'avoir une idée de construire des conseils de lycée dans chaque lycée et de coordonner les lycées. Et puis, on a le conseil des lycées d'Algérie. Voilà, donc c'est pour faire sortir l'idée des revendications des enseignants de l'éducation à l'époque. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un historique du CLA. Donc on a commencé par certaines revendications sectorielles, certaines revendications du corps de l'éducation. Donc les syndicats autonomes, ils sont nés autour des revendications de corps, donc c'est des syndicats corporatistes. Le mal est dans le corporatisme des syndicats. Voilà. À l'époque, donc c'était juste
les revendications, augmentation des salaires, promulgation des statuts particuliers et une retraite après 25 ans de service. Voilà donc les conditions, les revendications. Je vais faire très vite, donc je ne vais pas lire, je ne vois pas mes documents, je vais faire très vite pour... donc le syndicalisme autonome, voilà, donc il a commencé sur des revendications corporatistes. C'est pas facile parce que il est question de se définir, d'avoir une identité sociale en tant que travailleur, parce que, imaginons l'UJTA qui est comme appareil titulaire, comme appareil de titurat, donc c'est comme, si elle n'existe pas, donc il faut que les travailleurs prennent en charge leur existence en tant que classe. Donc il est question de se définir en tant que classe sociale et en conscience dans la société. Et le CLA a beaucoup travaillé dans le sens de s'approcher aux autres syndicats autonomes, de l'éducation à un certain moment, parce qu'on partage beaucoup de points communs avec les autres syndicats, surtout la retraite à 25 ans et le statut particulier de l'éducation et les augmentations de salaire et bien sûr le système de régime et les indemnités. Donc on est allé dans une intersyndicale qui regroupe les travailleurs de l'éducation. Plusieurs syndicats de travailleurs de l'éducation se sont regroupés dans une intersyndicale. Dans une intersyndicale qui a combattu sur plusieurs années pour arracher certaines revendications, mais les choses se sont juste avérées très difficiles parce qu'on ne peut pas arracher ces revendications qui sont des revendications transversales, c'est-à-dire ils touchent même tous les autres travailleurs, même les travailleurs du secteur industriel. Donc on était obligé d'aller vers plus de se rapprocher vers d'autres syndicats. Donc on est allé juste, voilà donc la création d'une confédération. L'idée de la création d'une confédération est venue après un blocage de l'intersyndicale dans l'éducation. Donc une confédération est nécessaire, pas pour concurrencer l'UJTA, mais une confédération pour aller rencontrer d'autres syndicats comme le CSA, comme la confédération, la création en 2018. En 2018, ils ont déposé leur dossier d'agrément en 2018. Ils l'ont refusé à cause de leur prétexte. Le ministère de l'Intérieur avance comme prétexte que cette confédération n'est pas implantée dans le secteur industriel. Donc elle est juste, les syndicats membres sont dans le secteur public et de la fonction publique. C'est pour ça que le refus a été avancé dans la même année, 2018, comme confédération. La confédération, la principale revendication de la confédération, c'est toujours le pouvoir d'achat, c'est toujours la retraite anticipée et comme acquis, parce que on nous a enlevé cet acquis, la retraite anticipée et le droit, parce que les attaques au monde du travail, ils sont bien réels
les attaques contre le monde du travail sont bien réelles. Donc le pouvoir a préparé un code du travail vraiment qui est conçu en quelque sorte c'est comme s'il est conçu par les patrons qui l'ont élaboré. Quand tu lis, vraiment il aide beaucoup plus les patrons, il est conçu contre la masse des travailleurs. Donc par exemple comment dire, tafawd, une négociation en secteur et en groupe, non. Donc c'est enlevé, donc parce que le travailleur, il est recruté en tant que travailleur individu, donc selon le contrat, il négocie en tant que travailleur individuel. Donc on a essayé de supprimer les conventions collectives. Dans la création de syndicats, ils ont fait vraiment des 1000 embûches et donc ils ont fait beaucoup de difficultés pour donc on a des acquis qui nous donnent. Donc les travailleurs essayent de s'organiser en tant que confédération. On a fait plusieurs actions, des grèves, la plus grande des grèves et des marches. La marche de en 2018, en 2019, on a fait une marche à Bougie, une très grande marche réussie, au nom c'est la Confédération des syndicats autonomes. Et c'était vraiment une réussite visible. Des milliers de travailleurs qui sont venus de toute l'Algérie autour de revendications, c'est vrai, c'est de revendications, mais c'est de revendications qui touchent toute la classe ouvrière en Algérie. Le but, c'était, pour nous, c'est une réussite. Pourquoi c'est une réussite? Parce que le travailleur algérien est revenu à sa situation sociale. On est objectivement, on existe socialement en tant qu'entité sociale. Donc, objectivement, on peut être une force et on peut se défendre. Et puis, le mouvement syndical autonome, il est resté dans le corporatisme et avec le temps, on n'échappe pas à la bureaucratisation à l'intérieur même des syndicats autonomes. Et les syndicats autonomes sont aussi traversés par les idéologies dominantes, les idéologies de la société, les idéologies rétrogrades. Pour moi, pratiquement, la majorité des syndicats autonomes, et même le CLA est traversé par des idéologies rétrogrades. Et voilà, donc, le positionnement, la structuration, les conseils nationaux, l'élection des bureaux nationaux, ils sont tous soumis à l'idéologie dominante qui est l'islamisme dans la société. On n'élit plus des bureaux et des coordinateurs selon une ligne syndicale. Les élections des syndicats autonomes, toujours selon l'appartenance idéologique dominante dans la société. Et un autre facteur, un autre aspect négatif de ces syndicats, c'est le sentiment des chefferies et le narcissisme des bureaux nationaux et la bureaucratisation. Et c'est des syndicats autonomes. Là, vite, ils se sont bureaucratisés, domestiqués donc domestiqués dans le sens de s'approcher au pouvoir réel. La construction du monde syndical, c'est pas facile. Voilà donc le monde capitalisme, comme on le sait, donc dans l'aliénation, le système de l'aliénation est là. Il nous demande de laisser ce qu'on fait dans la vie
dans les usines, dans les écoles, dans les hôpitaux est une chose, ce qu'on fait dans la maison, dans notre monde individuel, c'est une chose. Donc c'est comme si ce qu'on fait dans notre vie ne nous appartient pas. Le syndicalisme, c'est s'approprier ce qu'on fait dans la vie. Il ne faut pas laisser le capital, la marchandise, nous enlève ce qu'on fait notre vie. Le syndicalisme autonome, le syndicalisme d'une manière générale, c'est s'approprier de ce qu'on fait dans notre vie, résister à la marchandisation, à la marchandisation de l'école, de tous les services. C'est résister. Et la construction, c'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et voilà. Et merci. Merci pour... Merci, camarade.